siège de l'info, le journal Rachidi Audio. Le parti Le Réveil a tenu ce samedi dans la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou son 4e congrès ordinaire, une assise à l'issue de laquelle le président du parti, Félix Danso-Dossa, a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Nous en parlerons dans cette édition. Environ 2500 candidats iront lundi à l'assaut du diplôme de licence professionnelle. 10 centres sont retenus pour cet examen national qui se déroulera à Cotonou, Porto Novo, Parakou et Abomey. Vous suivrez à propos dans cette édition la ministre Marie-Odile Atanasso. Emmanuel Macron a violemment critiqué vendredi le refus polonais de durcir la directive sur le travail détaché, une nouvelle erreur de Varsovie qui, selon le président français, se met en marche de l'Europe sur de nouveaux sujets. Samedi 26 août 2017, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le siège de l'info. Le parti Le Réveil a tenu ce samedi à la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou son 4e congrès ordinaire. Une rencontre à l'issue de laquelle le président du parti, Félix Danso-Dossa, a été reconduit à la tête du bureau de 25 membres pour un mandat de 5 ans. Le parti Le Réveil soutient les actions du président Patrice Talon. Des explications dans ce reportage signé Romain Alitano, Flavien Zomao. Ils sont venus de différentes localités du Bénin, ces militants et autres sympathisants du parti Le Réveil, pour prendre part au 4e congrès ordinaire de ce parti politique, porté sur les fonds baptismaux le 29 septembre 2009, à la faveur d'un congrès de refondation. La tenue de ce 4e congrès ordinaire, qui porte sur le thème « L'engagement politique pour l'enracinement de la démocratie et la restauration de la valeur républicaine », est le signe même de cette maturité politique acquise au fil des années sur l'échiquier politique national. Nous avons décidé d'aller au congrès parce que bientôt, nous devons nous rassembler dans un grand ensemble. Condition sine qua non pour une démocratie moderne. Et nous sommes obligés de nous y conformer. C'est une obligation. Mais sans connaître, n'est-ce pas, les structures de base, sans les réformer, sans nous aguerrir, nous ne pouvons pas appartenir à un grand groupe. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller au congrès d'abord. Le parti Le Réveil, présidé par Félix Danso-Dossa, nourrit beaucoup d'ambition pour le Bénin et entend mettre en œuvre tous les moyens légaux aux côtés des forces du progrès pour les réaliser. Notre pays doit aller de l'avant. Et pour que notre pays aille de l'avant, il ne s'agit pas pour nous tous de regarder la même direction, mais de converger vers une même direction, celle du développement. C'est pour cela que le parti La Renaissance du Bénin se trouve très très bien aux côtés du parti Le Réveil, dont le président, je veux nommer mon cher ami Danso Félix Dossa, porte très bien le parti en organisant régulièrement les congrès. La politique n'est pas une question d'ennemis. La politique n'est pas une question de rancune. Mais la politique, c'est une question d'adversité selon les circonstances. Il le sait. C'est pour ça qu'il a pu inviter l'Union fait la nation et qu'une délégation très forte a été constituée. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une question d'ennemis, ce n'est pas une question de rancune, mais c'est
un combat circonstanciel qui peut vous amener à changer de situation d'un moment à l'autre. Mais là où nous allons aujourd'hui, cela ne sera peut-être plus permis parce que nous tendons au regroupement politique. Les regroupements politiques doivent se faire pour que nous n'ayons plus des émiettements de partis politiques, de quartiers, de villages, d'arrondissements, ainsi de suite. Notre vision, n'est-ce pas, c'est de faire du Bénin un pays à l'image des pays émergents. Et celui qui incarne cette vision, c'est bien sûr le président Patrice Talon, que nous avons décidé de le soutenir par tous les moyens en se retrouvant dans cette coalition Bénin en route. Au dire de son président, le parti Le Réveil a depuis sa création contribué de façon efficace au développement harmonieux du Bénin par la recherche de solutions idoines aux problèmes qui minent les différentes couches de la société, mais aussi par sa participation aux différentes joutes électorales. Notre 4e congrès ordinaire se tient à une période où notre pays traverse une situation très délicate à deux volets. Primo, il s'agit de la crise au niveau de certains grands partis politiques de notre pays. Secondo, c'est la thérapie de choc pour notre économie et pour notre mode de gouvernance. Ici, le grand médecin a très tôt décelé les maux dont notre pays souffre. Nous voulons nommer le président Patrice Talon, qui, ayant déjà demandé un écho de pleurs, comme un bon cardiologue, passe déjà au traitement du malade. Le malade ici, c'est notre pays, qui par le passé et pendant longtemps a été pillé et mis dans un état comateux. Heureusement, le médecin traitant est à ses chevets et a déjà placé sous une forte perfusion à surveillance stricte. C'est ce qui fait courir les prédateurs avec différentes déclarations et critiques. Oui, la dose de produits injectés fait mal, bien sûr, mais c'est pour guérir le mal qu'on aille tout doucement. Monsieur le Président de la République, le parti Le Réveil par ma voix vous demande de ne pas reculer d'un seul pouce. Dans sa quête pour le redressement économique du Bénin, le président Patrice Talon peut donc désormais compter sur les militants du parti Le Réveil qui se proposent d'être un appui sans faille pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Veiller au respect des nouveaux droits de l'homme, NDH, c'est l'objectif que vise l'association portée sur les fonds baptismaux ce samedi 26 août à la Bourse du Travail, un cadre de concertation en politique qui a rassemblé plusieurs acteurs du monde syndical et de la société civile. En son sein, des actions et des réflexions seront engagées pour contrer toute atteinte aux droits sociaux, économiques et culturels des populations. Ces membres ont tenu à préciser que l'association n'est pas une plateforme de l'opposition. Cette assemblée constitutive a d'ailleurs connu la présence des responsables des associations NDH de plusieurs autres pays. Précision dans ce reportage. Cérémonie d'ouverture de l'Assemblée constitutive de l'Association Nouveaux Droits de l'Homme Bénin. Avec l'évolution des réalités de la planète, un cadre pour œuvrer pour la sauvegarde des libertés et la promotion de la paix. Les membres de l'association rassurent ne pas être une plateforme d'opposition au pouvoir en place, mais un creuset réflexif de concertation sur les droits de l'homme, comme c'est le cas dans plusieurs pays qui d'ailleurs se sont fait représenter. Pourquoi Nouveaux Droits de l'Homme? Nouveaux droits de l'homme parce que on sait par rapport aux droits qui existaient, avec l'évolution de nos sociétés, eh bien, il y a de nouvelles exigences qui ont fait éclore des droits de type nouveau. Des droits de type nouveau parce que avec l'évolution de cette société, de nos sociétés, on a
constater que il y a d'autres droits. Le droit, par exemple, le droit à la paix, le droit au développement, le droit au partage du patrimoine commun de l'humanité, le droit à la différence, le droit des peuples autonomes, le droit des peuples autonomes et des minorités. Nous, ici, nous avons estimé que ces droits que je viens de citer ne sont pas très respectés dans notre pays. C'est des droits qui sont bafoués. Et il nous faut nous retrouver au sein d'un creuset pour voir dans quelle mesure il faudra œuvrer pour le respect de ces droits afin que la paix sociale soit une réalité chez nous. D'aucuns peuvent penser qu'il y a peut-être derrière cela d'autres intérêts, mais je dois vous dire une chose. Je vais rassurer tout le monde que notre objectif ici, c'est tout simplement de mettre sur pied une association. Et cette association est apolitique, totalement apolitique. Et donc, elle fera l'effort de respecter cela et elle ne sera pas dans des combats qui sont des combats qui ont des ancrages dans les conflits politico-politiciens. Ce sera simplement pour défendre les droits, tous les droits. Mesdames et messieurs, notre association est née avec des dents, mais nous nous engageons à travailler sans préjuger aucun avec toutes les organisations sœurs qui partagent les mêmes points de vue que nous sur les questions des droits de l'homme, de la paix sociale et politique et de la défense des libertés démocratiques, aussi bien au plan national, régional et mondial. Nous voulons d'ores et déjà rassurer les gouvernants de la rupture ou du nouveau départ que nous ne sommes pas un cercle d'opposition, mais une organisation de veille citoyenne avec un agenda bien chargé qui nous permettra d'intervenir à temps et à contre-temps dans l'information de l'opinion publique nationale et internationale chaque fois que nous constaterons la violation des droits des citoyens sous toutes les formes. Mesdames, Messieurs, protester contre la tyrannie, c'est obéir à Dieu, disait un grand homme. Aujourd'hui, vous rentrez dans la prestigieuse et grande famille des nouveaux droits de l'homme. Vous devez donc faire la dichotomie entre l'action politique et les missions assignées à un défenseur des droits de l'homme. C'est-à-dire, vous devez être comme des lions qui rugissent et bondissent à chaque fois qu'il sera porté atteinte à la cause sacrée de la liberté et des droits de l'homme. Lutter pour les droits politiques, sociaux, économiques et culturels, c'est l'ultime objectif de l'association Nouveaux Droits de l'Homme Bénin qui entend faire la veille citoyenne et œuvrer au respect des libertés. Des clubs de sport d'entretien du stade Mathieu Kérékou ont organisé une marche d'entretien ce samedi. Partie de la plage de Fige-Rossel, la marche a échoué à la porte du non-retour à Uda. Les participants ont effectué donc 32 km de marche. Cette initiative soutenue par les Bagnoles Motors vise à rendre solidaire l'ensemble des clubs exerçant au stade Mathieu Kérékou et par ricochet promouvoir le sport d'entretien. Reportage Alassane Sani, François Tosso. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais les marcheurs pressaient le pas pour mouvoir l'organisme dans la mesure du possible. La piste ensablée n'a pu émousser l'ardeur des participants qui jouissaient du climat favorable de ce samedi. La voie côtière partant de Fige-Rossel a été battue par ses membres de plusieurs clubs d'entretien exerçant au stade Mathieu Kérékou jusqu'à la plage de Ouida où se trouve la symbolique porte de non-retour. C'est tout juste pour montrer à la population les bienfaits du sport d'entretien. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, le diabète, la tension artérielle, tout ça là, ça nous crée des maladies. Donc on a quand même initié ces gens de masse pour montrer à la population béninoise que
en marchant, on retrouve bien sa santé. C'est ça qui nous a motivés. On a fait 35 km sur la côte et on demande à tout Béninois de marcher au moins 5 km par jour. Ça nous fait du bien. Un exercice sportif qui a mis ensemble ces clubs habitués à s'entraîner séparément. Les clubs n'ont souvent pas l'occasion de travailler ensemble et le club Marche Pro que nous représentons a décidé d'organiser cette sortie qui est prévue une fois par an pour regrouper les clubs qui travaillent au stade de l'amitié et surtout les clubs qui ont pour activité la marche sportive de se rencontrer à la plage de Fijosé et de marcher sur Ouida pour venir à la porte de nos retours. L'activité de ce dimanche a réjoui les participants qui ont vécu une nouvelle expérience sportive. Je pense qu'il faut vraiment encourager de telles initiatives et j'invite également les autres à pouvoir prendre part à ces genres d'initiatives car c'est toujours bien pour la santé. Les marcheurs ont eu le soutien de l'Ebagnon Motors qui a été un partenaire de taille pour cette édition. Le lundi 28 août 2017, 2473 candidats provenant de 42 universités privées du Bénin iront à l'assaut du diplôme de licence professionnelle. 10 centres sont retenus pour cet examen national qui se déroulera à Cotonou, Porto Novo, Parakou et Abomey. Une première dans l'histoire de l'enseignement privé au Bénin et dans la sous-région. C'est une décision prise par le gouvernement actuel pour, dit-on, assainir ce secteur. À la veille de cet examen, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a délivré un message aux candidats et à leurs parents. Nous vous proposons de suivre ce message de la ministre Marie-Odile Atanasso. Béninois et Béninoises, mes chers compatriotes, c'est par l'historique et courageuse décision contenu dans le décret 2017-194 du 29 mars 2017 que le gouvernement de notre pays, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, a consacré de larges discussions, concertations et réflexions en vue des examens nationaux de licence et de master. Depuis lors, le compte à rebours a commencé. C'est avec une grande satisfaction que je vous fais part, à vous tous, de ma joie de nous être finalement entendus pour promouvoir tous ensemble la décision d'assainissement du sous-secteur privé de l'enseignement supérieur. À tous ceux qui ont cru, qui s'y sont engagés franchement et qui ont soutenu la décision, j'adresse à nouveau mes sincères remerciements. Alors que la décision d'organiser les examens nationaux était urgente, incontournable et salutaire, j'ai entendu dire que le ministère voulait, par cette décision, fermer tout simplement les établissements privés non en règle. J'ai aussi entendu et vu certains déverser les jeunes dans la rue et leur demander de marcher contre leur avenir. J'ai vécu avec philosophie toutes les attaques dures et parfois gratuites à l'encontre du ministère, ainsi que les assignations en justice de ces cadres. J'ai aussi entendu et vu d'autres, la grande majorité, soutenir la décision, travailler pour qu'elle aboutisse. À ces nombreuses personnes anonymes ou affichées, qui de jour comme de nuit ont travaillé pour la faire aboutir, à ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur qui ont compris que c'est ici et maintenant qu'il faut emprunter la voie de la lumière, du soleil qui se lève sur notre sous-secteur à travers le processus d'assainissement qui se poursuit, à ces cadres qui ont tout sacrifié pour qu'advienne ce jour, je voudrais dire toute mon admiration pour leur sens de responsabilité devant l'histoire. Ainsi donc, à compter du lundi 28 août 2017, sur les 2473 candidats enrôlés provenant des 42 établissements privés d'enseignement supérieur, 2473 Béninois expatriés partiront à l'assaut de la licence professionnelle dans environ 230 spécialités
regroupés en 41 filières et en 8 domaines. Ces candidats et candidates composeront dans les villes de Cotonou, de Porto-Novo, Abomey et Parakou, et ce, dans 10 centres abritant environ 128 salles. Ces chiffres très éloquents confirment la justesse de la vision et de la décision du gouvernement, en ce qu'ils traduisent un engouement pour la validation des formations données dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Et cette initiative constitue une première au Bénin et dans la sous-région. La vision hautement inclusive imprimée à l'organisation et au déroulement de cet examen est telle que tous les acteurs concernés ont été impliqués, ont joué un rôle déterminant, chacun selon ses compétences et sa mission dans le système. Ainsi, à divers niveaux, contrairement à ce qu'avançaient les opposants à la réforme, promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, associations de promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, sociétés civiles, experts du monde professionnel, syndicats d'enseignants, enseignants du supérieur, tant du secteur public que privé, et cadres du ministère se sont tous mobilisés pour faire de cet examen une parfaite réussite. Pour cette première édition, notre guide au ministère a été l'application des textes existants et rien que les tests. En y voyant une rigueur inflexible, certains crient à la manipulation et à la trahison. Je voudrais les inviter à y voir une position purement pédagogique. Après le bilan de cette première édition, nous régulariserons les situations qui auraient dû l'être avant et nous corrigerons ce qui peut l'être pour permettre à ceux qui remplissent les conditions d'en détenir les preuves. Le ministère n'a pas vocation à organiser en permanence les examens nationaux de licence et de master. C'est pourquoi, au cours de la période transitoire de 3 ans, j'exhorte fortement les promoteurs d'établissements privés, soucieux de l'avenir des enfants et du Bénin, à se mettre en règle pour être autorisés à délivrer des diplômes et titres nationaux conformément aux textes actuellement en vigueur. Je voudrais enfin m'adresser aux candidats et candidates. Mes chers enfants, l'examen que vous apprêtez à passer porte bien son nom. Il est et demeure un examen. Il n'est pas et ne sera jamais un concours. Vous le réussirez si vous travaillez comme il se doit. La validation des 180 crédits d'unité d'enseignement font de vous des candidats crédibles. Un brin de santé corporelle, une pleine révision des programmes harmonisés, une dose de concentration et le tout est joué. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne inspiration et un plein succès. Vive l'enseignement supérieur au service du développement. Vive le Bénin, je vous remercie. Restons avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour dire qu'elle a effectué hier une visite à la direction des examens et concours de la Direction générale de l'Enseignement supérieur afin de faire le point de l'organisation de l'examen national de licence et master dans les établissements privés d'enseignement supérieur qui démarre lundi prochain. Une mesure transitoire qui vise à donner plus de crédibilité au système éducatif béninois. Le reportage. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les locaux de la Direction des examens et concours intervient à quelques heures du lancement des épreuves de l'examen national de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur qui a sa première édition au Bénin pour constater dans un premier temps le niveau d'avancement des préparatifs, mais aussi rassurer les candidats et tout le peuple béninois de l'effectivité de cet examen. Le premier groupe compose le 28 et 29 août. Le second groupe, les 4 et 5 septembre. Le troisième groupe, les 11 et 12 septembre. Et le dernier, 4e groupe, compose les 15 et 16 septembre. Ces candidats sont répartis dans les régions ainsi que suit. Dans la zone de Parakou, nous avons 53 candidats. À Abomey,
51 candidats. Cotonou, 2098 candidats. Porto-Novo, 271 candidats. Au total, 42 établissements privés d'enseignement supérieur ont présenté des candidats à cet examen, en plus des candidats libres. De Cotonou à Parakou, passant par Abomey et Porto-Novo, 10 centres de composition ont été retenus sur l'ensemble du territoire national pour abriter le dit examen. Le travail qui a été fait est un travail de qualité. Je suis informé au fur et à mesure et toutes les séances qui durent jusqu'à 1h du matin, je suis aussi informé. Et je peux rassurer la population que tout est prêt pour l'examen de licence dans les filières qui ont été retenues et dans les villes qui ont été retenues également pour que ces examens se passent. Je voudrais ici dire que cette volonté de donner à l'éducation sa place dans le développement est une volonté manifeste du chef de l'État. Comme je le dis souvent, l'éducation n'est plus vue simplement comme un secteur social, mais un facteur de croissance économique, ce qui se traduit par l'axe stratégique 5 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et on met l'accent sur la qualité de l'homme, la qualité du capital humain capable d'améliorer la croissance économique pour créer la richesse et réduire la pauvreté. Et comme diraient certains, ce n'est pas une réforme, c'est une mesure. Je suis d'accord que ça peut être considéré comme une mesure, mais c'est une mesure quand même fondamentale pour apporter la qualité dans l'enseignement supérieur des établissements privés. Nous encourageons vivement les étudiants et les établissements qui n'ont pas fait le pas cette année, qu'il reste encore 2 éditions pour ces examens, licence et l'année prochaine le master, pour qu'ils puissent donner l'opportunité aux enfants d'avoir la chance de passer tous les concours qui se font dans notre pays. Je crois qu'il revient aux parents d'élèves de mettre la pression sur ces établissements pour que les enfants puissent passer ces examens-là. Dans quelques jours, dans quelques mois, les donnes vont changer par rapport au recrutement. Donc, nous encourageons ceux qui n'ont pas fait le pas à le faire. C'est tout bénéfice pour eux et il n'y a rien. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de discrimination. Les réformes seront également faites dans le secteur public. Donc, ce n'est pas seulement dans les établissements privés que nous allons faire les réformes. De cette visite de la ministre Marie-Odile Atanasso à la direction des examens et concours, il ressort que toutes les dispositions sont déjà prises pour que la première édition de l'examen national de licence et de master des établissements privés d'enseignement supérieur se passe en toute quiétude à compter du lundi 28 août 2017. Maintenant, nous irons à Porto-Novo pour retrouver Ilyas Adeleke de l'antenne régionale au plateau de Golf TV Africa. Depuis la capitale ce soir, Ilyas Adeleke s'est déjà installé. Ilyas, bonsoir. Vous avez l'antenne. Merci à vous, Rachidi Ojo. Mesdames et messieurs, bien bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce numéro du siège de l'information. Les festivités du 20e anniversaire du réseau des spécialistes de la beauté du Bénin se poursuivent toujours. Ce jeudi, les responsables de ce réseau ont convié les populations à une élection Miss apprenante docile, une cérémonie qui a connu la présence effective du ministre de la Fonction publique et des Affaires sociales, Mathis Adigatou. Les temps forts à travers ce reportage. Miss apprenante docile est l'un des axes clés des festivités du 20e anniversaire du réseau des spécialistes de la beauté du Bénin. Et pourquoi Miss apprenante docile? Il a été programmé l'inédite élection apprenante docile pour valoriser l'éducation, le savoir-faire utile et promouvoir les valeurs morales. Cela est un souci majeur de l'actuel gouvernement. Les jeunes filles sont donc essentiellement jugées par rapport au volet éducatif de leur savoir-faire, car aujourd'hui, les filles bien éduquées semblent être souvent rejetées par les amis
qui estiment qu'elles ne sont pas émancipées. Voilà les objectifs qui sous-tendent cette initiative. Et qui donc de ces vraies jeunes filles sélectionnées aura le mérite de décrocher la timbale. Après leur parade, sous l'œil vigilant des membres du jury, le suspense a longtemps duré car la délibération était vraiment tendue. Mais enfin, c'est la candidate numéro 19 qui a réussi à creuser l'écart, suivie de ses deux dauphines. Et chacune d'elles est partie avec le lot correspondant à son rang. Profitant de l'occasion, Adigatou Matisse a fait don de matériel de travail aux meilleures apprenantes du réseau des spécialistes de la beauté du Bénin. Suivez plutôt. Adigatou Matisse, aux côtés des membres du réseau des spécialistes de la beauté du Bénin, RSB, qui en cette année 2017 célèbre le 20e anniversaire de leur existence. Accompagnée d'une forte délégation, la ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a doté les meilleurs apprenants dociles de ce réseau de différents matériels de travail. Ceci dans le but d'améliorer le statut juridique de la femme béninoise et de renforcer ses capacités socio-économiques. Comme vous le savez, les femmes représentent plus de la moitié de la population béninoise et constituent une main-d'œuvre non négligeable dans l'économie. Malheureusement, sous l'effet des pesanteurs socio-culturels, elles sont, dans toutes nos contrées, victimes de discrimination, surtout en ce qui concerne l'accès aux ressources et aux facteurs de production. C'est pour y remédier que le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, attache du prix à l'autonomisation de la femme et en a fait une arme importante dans son engagement pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Mon souhait en tant que femme a toujours été de voir se créer, se maintenir et prospérer des groupements de femmes, des coopératives de femmes, des associations et réseaux de femmes s'investissant dans la production, la transformation, la commercialisation des produits agricoles et la valorisation de l'art dans ses diverses formes et dimensions. Venus de Porto Novo et de ses environs, quelques invités à la manifestation apprécient le geste de la ministre et prient les récipiendaires à faire bon usage du matériel reçu. Le fait qu'elle ait soutenu aussi massivement cet événement nous montre que son gouvernement, ou bien le chef de son gouvernement, est décidé à aider les artisans et les métiers d'avenir. La coiffure a toujours été un métier d'avenir, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'élever un peu le niveau pour que la coiffeuse puisse en vivre. Elles ont la chance d'avoir un matériel moderne que le ministre a offert. Je crois qu'aujourd'hui, acheter un matériel de professionnel est difficile à Cotonou. Les moyens que les coiffeuses ont, des fois, ne le permettent même pas. Elles se contentent d'acheter des bigoudis et quelques casses et deviennent des coiffeurs. Aujourd'hui, dans un salon de coiffure, il faut avoir du matériel professionnel digne de ce nom pour pouvoir donner les résultats que les clients recherchent. Qu'elles n'ont qu'à bien prendre soin des matériaux qu'on leur a offerts et qu'elles laissent la paresse de côté et qu'elles travaillent dur pour encourager Madame la ministre et leur patronne. À travers ce geste, la ministre du Travail a réitéré l'engagement du gouvernement du nouveau départ à rendre le secteur artisanal plus performant au profit de tous et de toutes. Du 23 août au 1er septembre prochain, la Mecque en Arabie Saoudite accueille près de 2 millions de croyants, de fidèles musulmans venus du monde entier. C'est le pèlerinage dont l'origine remonte à l'an 9 et qui se déroule toujours le dernier mois du calendrier islamique. L'importance de ce devoir religieux est à découvrir dans ce reportage. Hormis les 4 autres piliers que sont la shahada, la salat, la zakat et le siyam, le hajj est le 5e de l'islam et il est obligatoire de le faire au moins une fois dans sa vie, si et seulement si
les conditions nécessaires sont remplies. Le pèlerinage pour le fidèle musulman, tel que vous l'avez demandé, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et je crois que c'est le dernier que le fidèle doit nécessairement accomplir. Et c'est obligatoire pour le fidèle qui a l'argent, qui a la santé et qui n'a pas de perturbation. Le Hajj est un acte aussi important que tout musulman, croyant fervent, qui en a les moyens, est obligé de le faire. Sinon, il est passible de sanctions dans l'au-delà. Parce que nous rencontrons certains qui ont véritablement les moyens et qui ne se soucient pas de cela. Ce n'est pas une bonne chose. Le prophète nous a dit, le Hajj, celui qui accomplit son Hajj et qui suit les règles, qui respecte tout ce qu'on doit respecter dans le rite du Hajj, n'a rien de récompense que le paradis. Donc j'allais dire, pour tout pèlerin, quelqu'un qui se dit, je pars pour le Hajj, de se mettre dans la tête que je m'en vais prendre mon certificat du paradis. Cependant, il est remarqué que certains fidèles y vont à répétition. Pourquoi cet état des choses? Le prophète nous a recommandé d'aller au pèlerinage une seule fois dans la vie. Mais s'il y a répétition, cela n'a pas d'inconvénient. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait l'année passée, tu ne sais pas si c'est encore intact, ou bien par des péchés, ou bien des actes qui ne sont pas réguliers, tu l'as déjà gâté. Donc si tu vas encore, si Dieu te permet que tu as l'argent, tu as la santé, tu vas renouveler chaque année, ça n'a pas d'inconvénient. C'est très bien d'ailleurs. Vous allez rencontrer certains fidèles croyants qui le font plusieurs fois durant leur vie. C'est pour eux une œuvre volontaire et méritoire. Avant toute chose, le Hajj se veut un pèlerinage spirituel, un acte d'adoration envers Dieu. Le jour phare du séjour du Hajj, c'est le jour de Arafat, comme on le dit. Le Hajj, c'est le jour de Arafat, qui coïncide au 31, je pense. Le jeudi 31, c'est le jour de Arafat. C'est le jour là même. Celui qui rate ce jour n'est pas Hajj. Est-ce que vous voyez? Donc il y a plein de bienfaits. La maison sacrée d'Allah, la Mecque, une prière effectuée à la Mecque, vous avez 100 000 fois la récompense. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de trucs. C'est un lieu de recueil où chacun se range. On ne parle pas des idioties, chacun se respecte. Et vous rangez rien qu'avec la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui effectue son Hajj, qui applique le rite tel qu'il se doit, n'a rien de récompense que le paradis. Vous revenez du Hajj, c'est comme si vous êtes un nouveau-né. Tous les péchés sont pardonnés. Les gens vont à la Mecque, c'est pour aller adorer Dieu. Et là-bas, ce qui est très important, c'est le jour de Arafat. C'est ça qui est important dans tout ce que le fidèle doit aller faire là-bas. Il y a beaucoup de choses là-bas, bon, le Safa, le Marwa, aller faire la Tawaf, tourner autour de la maison de Dieu, tout ça là, c'est des choses qui sont nécessaires, très très importantes, qu'on doit faire là-bas. Et c'est le second jour de Arafat qui a l'immolation des moutons, et à notre niveau ici, donc c'est un jour qui est sacré. Le Hajj permet à tous les musulmans de tous les coins du monde entier de se retrouver dans un même endroit, dans un même lieu, au même moment, dans la même tenue, sans distinction entre chefs et sous-fifres, entre gouverneurs et gouvernés, entre patrons et domestiques, entre riches et pauvres, entre blancs et noirs, qui sont tous des créatures de Dieu Tout-Puissant et qui sont ses adorateurs et ses servants. Somme toute, le Hajj est facteur d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Stop F1. Merci pour l'attention, mesdames et messieurs. Rachidi Ojo, nous vous retournons l'antenne et passez un excellent week-end. Merci de votre intervention, Ilyas Adeleke. Nous vous souhaitons une très belle suite du week-end. Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, le consortium Alafia a tenu son assemblée générale ordinaire. Il s'est agi de faire le point des réalisations de la structure en 2016 afin de trouver de nouvelles approches de solutions. Aussi, les meilleurs SFD, systèmes financiers décentralisés, ont-ils été primés au cours de ces assises. Le reportage. Dans le cadre des festivités marquant les 20 ans d'existence de son association, le consortium Alafia a tenu ce vendredi une assemblée générale ordinaire des membres au titre de l'année 2017. L'initiative est annuelle et permet aux membres de faire le bilan des activités de l'association pour jeter de nouvelles bases. L'association a assuré la représentation, la défense des intérêts collectifs et la promotion des SFD membres. En organisant la conférence annuelle de la microfinance, en éditant le magazine de microfinance, en entretenant son site internet pour des visiteurs afin que ces derniers soient vraiment satisfaits, en participant aux travaux des organes d'administration du Fonds national de la microfinance, du Fonds national de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, du Fonds national du développement agricole, du Fonds national de promotion de l'artisanat, etc. En participant aux réunions périodiques organisées par la Banque centrale, en exécutant pour le bénéfice du secteur le programme d'appui à la transparence des structures de microfinance et le programme PASFRA, etc. Le chef de l'État ne s'est pas trompé pour retenir une telle stratégie pour cultiver l'excellence au niveau de tout le pays. Ce qui prouve tout simplement que l'association professionnelle ne s'est pas aussi trompée en retenant une telle stratégie pour motiver ses membres. En fait, c'est une initiative qui permet à chaque SFD candidat de déceler ses faiblesses par rapport aux fondamentaux de la bonne gouvernance. Elle aide donc l'association professionnelle à identifier les domaines dans lesquels elle doit élaborer des programmes pour mieux satisfaire ses membres. Au cours des assises, des prix d'excellence ont été remis aux meilleurs systèmes financiers décentralisés SFD pour le compte de l'année écoulée. Donc le prix que nous venons de recevoir, c'est au niveau de chaque institution, au niveau de chaque système financier décentralisé. Je crois que ce prix est dédié d'abord aux clients, ensuite au personnel, les différents membres des organes et enfin, je dis, les différents partenaires. Une fois encore, je dis merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation, n'est-ce pas, à l'encouragement surtout par rapport donc à ce prix. C'est de se battre davantage, Pour nous, par exemple, au niveau de la CEPEC, c'est de tout faire pour avoir le premier prix. Je crois que c'est l'exhortation. Je reste persuadé que cette Assemblée générale, qui a aussi la particularité de se tenir après 20 ans d'existence de l'association, constitue un cadre d'échange et de prise de résolution importante pour l'avenir de votre association professionnelle que pour le secteur de la finance décentralisée. Je vous invite à alors prendre ou saisir les opportunités qu'offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la finance digitale, car à l'aide de l'information, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, si vous ne saisissez pas cette opportunité, cela constituera pour vous désormais une menace.
Une soirée de gala a été également organisée dans la soirée de ce vendredi. Le consortium Alafia est créé en 2000 à la suite de la transformation institutionnelle du réseau sous-régional pour le développement de la microfinance mise en place. L'Union des garagistes professionnels du Bénin, UGPB, a initié vendredi une formation sur les lubrifiants automobiles, leur rôle dans les moteurs des véhicules et les qualités qui devraient sous-tendre leur choix. La formation qui a réuni les professionnels de l'automobile du Bénin s'inscrit dans le cadre de la quinzaine du lubrifiant. L'UGPB bénéficie pour la circonstance de l'accompagnement des lubrifiants de marque Rimax. Reportage Hervé Darius-Montongi, Juste Bader. Au démarrage de la quinzaine du lubrifiant à Cotonou, les consommateurs et autres automobilistes étaient loin d'en imaginer tout le contenu. Ce vendredi, l'Union des garagistes professionnels du Bénin a choisi d'augmenter le niveau de connaissance de ses membres. Nombre de raisons justifient l'organisation de la première édition de cette quinzaine, mais la satisfaction de l'automobiliste reste le leitmotiv de l'UGPB. Il y aura au départ les impacts liés à l'usage des huiles recyclées et autres huiles de mauvaise qualité sur les moteurs de nos clients. Nous avions fait les frais pendant des années avant de nous rendre compte que c'était à cause de ces mauvaises qualités de lubrifiant que nous supportions des moteurs à la suite d'une vidange qui nous aurait valu à peine 1000 francs. Pour nous, l'huile, c'est l'huile. Et n'importe quelle qualité d'huile pouvait servir pour l'entretien de toutes les différentes marques de véhicules, ce qui est très faux. Car la technologie automobile impose le respect strict des normes des constructeurs. Nous avons fini par nous ouvrir les yeux, mais il est à noter que les désagréments d'une telle ignorance sont très importants. Au centre de la quinzaine, les responsables de l'UGPB ont fait une place de choix à la lutte contre les huiles à moteur recyclées. Le moment est venu pour que nous mettions un terme à l'importation des huiles recyclées en lieu et place des huiles de qualité en République du Bénin. Car en me référant à la loi 90-05 du 5 mai 1990 fixant les conditions d'exercice du commerce en République du Bénin, tout importateur a l'obligation d'importer des produits de qualité à un coût raisonnable. L'Union des garagistes professionnels du Bénin, qui n'a de compromis ni de compromission avec aucune société, nous nous engageons derrière toutes les sociétés qui importent les huiles à moteur de qualité pour le bonheur des automobilistes béninois et étrangers. Et pour la circonstance, ces professionnels de l'automobile ont fait appel à l'expertise des représentants des huiles à moteur de marque Rimax. Le but de ma journée aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'est un lubrifiant, vraiment ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas vous faire un gros cours de chimie, ne vous inquiétez pas, mais je vais quand même vous expliquer exactement ce qui fait un lubrifiant, ensuite ce qui fait un bon lubrifiant, et surtout vous expliquer la différence entre une huile de qualité avec des huiles vierges et une huile recyclée. Et à quel point une huile recyclée peut endommager prématurément un moteur qui pourrait fonctionner pendant très longtemps. À l'issue de la dite formation, les garagistes professionnels du Bénin auront toutes les compétences dans la distinction de la qualité des lubrifiants. À présent, nous irons à Parakou, où se trouve l'antenne régionale nord de Golf TV Africa, pour faire intervenir dans cette édition Ulrich Charles Assobakpe. Ulrich Assobakpe, bonsoir. C'est le moment pour vous d'intervenir dans cette édition. Vous avez l'antenne. Bonsoir Rachidi Odio, merci de nous rendre l'antenne pour notre intervention de ce soir. Bonsoir à vous également, chers téléspectateurs de Golf TV Africa. Des divorcés sociaux opérant depuis quelques semaines sur les installations de la Société béninoise d'énergie électrique dans la ville de Parakou ont encore essayé dans la nuit du mardi à mercredi de sectionner plusieurs centaines de mètres
de câbles qui alimentent les populations du quartier Bararou. Surpris en flagrant délit par un habitant de la localité, ils ont pris la tangente, mais sans heureusement emporter les fils électriques. Voici le constat. Après Titirou, Gano, Albarika et Perouguira, c'est le quartier Bararou qui a été la dernière cible des divorcés sociaux spécialisés dans le vol de câbles dans la ville de Parakou. Ils étaient en pleine opération dans la nuit du mardi à mercredi et étaient déjà sur le point d'emporter encore plusieurs centaines de mètres de câbles des installations de la Société béninoise d'énergie électrique quand ils ont été heureusement aperçus par un habitant du dit quartier. Les cas que nous avons sur la main présentement ne concernent pas les câbles en cuivre. Ce sont plutôt les câbles noirs, les câbles horizontaux noirs que vous voyez là et qui alimentent nos populations et qui sont maintenant l'objet de vol dans la ville de Parakou, spécialement dans la ville de Parakou. Heureusement qu'à 2 heures où l'opération s'opérait, un ZEM vivant dans le quartier passait quand il a vu des individus avec, parce qu'ils ont déjà coupé le transformateur, ils opéraient dans le noir. Il a vu des individus torche en main qui opéraient et quelques mètres plus tard, il a vu des câbles par terre. Donc il est parti, il a fait semblant de partir et il s'est encore retourné pour vérifier, pour avoir la certitude que oui, ceux qui sont en train de faire le travail là ne sont pas avec un véhicule de la SBE. Et il s'est encore retourné pour aller dans la population, les alerter pour dire de venir, de sortir, qu'il y a une opération dans le quartier. C'est comme ça que les gens sont sortis, nombreux, et les gars ont pris la fuite en laissant le câble, 8 portées de câble, c'est-à-dire 50 mètres x 8 par terre. C'est déjà coupé. Et ils ont amené un véhicule, un tricycle. C'est dans ce tricycle qu'ils voulaient enrouler le câble et s'en aller. Donc quand les populations se sont levées, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Informés, Benoît Arwandino et son équipe descendus sur les lieux sont déjà à pied d'œuvre pour remonter les câbles sectionnés afin de sortir les habitants du quartier Bararou du noir. Il les remercie par ailleurs pour leur franche collaboration et invite toute la population de Parakou à une veille permanente. Nous avons déjà pris les dispositions pour remonter le câble qu'ils ont déposé là et faire un complément, puisque le câble, une fois descendu, ne peut plus suffire pour faire le travail. Et faire un complément de ce câble-là et demander aux populations de bien vouloir nous aider. Nous sommes un certain nombre d'agents de la SBE. Nous ne sommes pas dans tous les quartiers. Nous avons plus de 350 transformateurs dans la zone de Parakou. Donc nous profitons pour demander aux citoyens que le réseau, une fois construit dans un quartier, devient la chose de ce quartier. C'est un bien public. C'est leur contribution qui a permis à l'État de nous aider à faire ça. Donc ça devient leur chose, de bien vouloir prendre ça comme leur propriété et de veiller sur ça comme la prunelle de leurs yeux. Rappelons que ce dernier cas de vandalisme est le 5e enregistré dans l'intervalle de quelques semaines dans la ville de Parakou. Il est donc impérieux que population, autorités locales et forces de l'ordre travaillent en synergie pour mettre hors d'état de nuire, c'est sans foi ni loi. La Tabaski s'annonce déjà et la communauté musulmane s'apprête activement à la célébrer pour rester en adéquation avec les prescriptions de la religion. Tout fidèle musulman ayant les moyens financiers doit s'acheter un levain ou un caprin pour l'immoler le jour J en guise de reconnaissance à Allah
pour ses bienfaits. Cette année, au niveau des points de vente de moutons dans la ville de Parakou, les prix ont connu une hausse comparativement à l'année dernière. Voici le constat. La Tabaski annonce déjà ses couleurs dans la cité des Koubourou. Le constat se fait notamment par la multiplication des stands de vente de moutons et cabris à travers la ville. Les vendeurs installés depuis quelques jours attendent impatiemment les clients qui pour la plupart viennent juste s'imprégner des prix. Les quelques-uns déjà prêts pour s'en acheter trouvent les prix plus élevés que ceux de l'année dernière. Effectivement, les moutons coûtent cher. Bon, en réalité, moi je ne suis pas venu acheter. Je suis venu faire un tour pour voir combien coûtent les moutons. Est-ce que cette année-là, ça coûte un peu moins cher? Et on a constaté que vraiment les prix ont encore augmenté. Donc par rapport à ça, on est en train de faire le sondage. Et il paraît qu'il a un autre pack à la sortie. Là-bas, j'irai là aussi faire un tour. Parce que quand vous voulez un bon mouton, ça varie de plus de 100 000 à 180 000 jusqu'à 200, voire 200 000, sinon même plus que ça. Donc je vais sonder le terrain et pour voir. Les vendeurs reconnaissent eux aussi la légère augmentation des prix des moutons cette année et énumèrent les différentes raisons. Des fois, c'est juste Niger, ça devenu cher. Parce que tu payes les moutons jusqu'à Niger, 100 et quelques mille. Tu prends bus pour les camions pour venir à Malabille. Malabille aussi sur les frontières, ils ne laissent pas les cas passer gratis. On paye là-bas avant de passer. Donc, Malabille aussi pour venir par Parakou. Des fois, tu vas trouver sans faire qui va te prendre à 1000 francs, tu vas trouver sans faire qui va te prendre à 500. Donc, si on a payé mouton 120 000, l'homme vient ici, trouve 130 000, c'est bon, 10 000 est beaucoup. La même si tu as enlevé l'argent de transport et l'argent de la voie là, ça peut rester au moins 8 000, 7 500 comme ça, donc c'est beaucoup. Si tu trouves 7 500 fois 5, c'est beaucoup l'argent. Donc vous voyez que ce n'est pas de la volonté de nous-mêmes. On voulait que les moutons soient moins chers, mais depuis là-bas, que là où nous sommes en train d'acheter présentement les moutons, c'est depuis là-bas que les moutons sont chers. Par exemple, les moutons de 180 000 cette année, tu ne peux pas trouver ça à moins de 200 000. Les moutons de 100 000, tu ne peux pas trouver ça même à 100 000 cette année. Donc si vous voyez l'argent qu'on dépense avant de venir, même le camion, dans le marché même, il y a même des commissions que tu dois donner avant de prendre des moutons. Donc tout ça là, si on calcule ça, si on ne vend pas un mouton à un prix, ça ne va pas nous arranger. Et présentement, on est là maintenant, le marché n'a même pas encore commencé là-bas. À ces raisons s'ajoutent les éventuelles taxes à payer dans les caisses de la commune par tout acheteur et vendeur de moutons. La mairie a dit de payer 20 000 avant de s'installer et qui vient payer mouton aussi va payer 500. Donc nous voyons que ça veut causer un peu de problème parce que les Burkinabés ont décidé d'aller vers Cotonou. Donc ça nous crée des problèmes ici, il n'y a pas trop de moutons à Parakou, ce qui veut dire que les moutons vont devenir plus chers que l'année passée. La 20e, j'ai réussi jusqu'à aller mairie, des fois. Donc, j'ai demandé comment on fait les places là qu'ils ont montré là. Et ils ont dit que les places là, ça a 20 000. Et celui qui a venu à cité, 500. Si tu as venu payer les moutons, maintenant tu voulais sortir ça à 500. Mais nous, on croit qu'on va négocier, que même si c'est ticket, on va payer pour payer par jour là, ça sera mieux. Mais les 20 000 là, vraiment c'est trop. Parce que de 15 jours là, qu'est-ce que l'on va trouver jusqu'à il va lever 20 000 dedans? On a fait une négociation, mais ça n'est pas marché. Vous installez, vous payez 20 000 francs. Bon, moi, je ne vois pas un problème par rapport à ça. Mais par rapport à nos populations de la ville, nous allons acheter les moutons chers et payer encore 500 francs. Quelqu'un qui achète 5 à 6 moutons, ça lui fait déjà 3 000. Et regardez, ils n'ont qu'à essayer de voir. Nous sommes les populations, nous sommes les administrés. Ils doivent quand même essayer de nous diminuer le poids et non de nous augmenter la charge. Espérons qu'avant le jour J, les prix connaissent de chute pour permettre à chaque fidèle de se procurer au moins un mouton pour accomplir son obligation religieuse. Parlons santé à présent. Le manguier sauvage est un arbre tropical qui se retrouve plus sur la terre africaine. Ses fruits, feuilles, écorces et racines constituent
des remèdes à beaucoup de maux qui sévissent actuellement dans le monde. Le docteur Raphaël Yao Chidime, médecin-chercheur, nous en parle amplement. Le manguier sauvage, c'est notre manguier que nous connaissons. Le manguier qu'on ne plante pas, le manguier qui est poussé de sa volonté. Ce manguier donne des fruits un peu plus petits que les manguiers greffés, mais un peu plus succulents parce que c'est plus sucré que nos manguiers. Et c'est le vrai manguier, le manguier africain. De la racine jusqu'aux fleurs, passant par le fruit, allant vers les graines, nous avons tout ce qu'il faut dedans. Nous commençons par les fleurs qui donnent les fruits. Les fleurs de manguier sont tellement riches, c'est un sédatif, c'est un antidépresseur. Si nous allons vers le fruit du manguier est tellement riche en fer, en vitamine C, en vitamine A. Et la quantité en fer, en vitamine C, en vitamine A et en manganèse donne à cette plante l'effet qu'il a sur l'organisme en général, parce que le fer, on sait que c'est ce qui allume. C'est comme l'allumette pour allumer le feu. C'est comme ce qu'il faut pour allumer notre organisme. Et que nous savons que la vitamine C sur le fer facilite l'assimilation et permet la formation, pour ne pas dire la création d'autres globules rouges. Et le problème d'anémie est corrigé si on mange le fruit. La graine de fruit est tellement riche que, en préparant ça en sauce simplement, comme on fait goussi, en l'écrasant, en mettant dans notre sauce de légumes, dans notre sauce de noix de palme, nous soignons des infections. Et surtout de la prostatite et de la prostate. Ça prévient de la prostate les graines de manguier. Et si nous quittons là, toutes les parties de la plante sont des antidiarrhéiques. Les feuilles coupent de la diarrhée, même la diarrhée des séropositifs. C'est plus indiqué pour la diarrhée des séropositifs, ou les personnes vivant avec le VIH, ou la diarrhée est le dernier symptôme qui amène nos patients vers le tombe. Les feuilles de manguier coupent ça. Parce que c'est riche en tanin gaïque. Les écorces coupent aussi les diarrhées jusqu'aux racines. Et si on rentre dans la vraie technologie scientifique, nous avons plus de 20 médecins, pharmaciens dans le monde qui ont fait des expériences sur le manguier. Et que les Américains, surtout les Cubains et les Mexicains, ont trouvé quoi? De la mangéphyrine dans toutes les parties du manguier. Et on a dit quoi? La mangéphyrine est un immunostimulant. Et que c'est Macaré qui a toujours dit ça. Et un antitumoral. Ça là, c'est Goua qui a dit ça. Et un antiviral. Et surtout sur le virus de l'herpès, du zona et de VIH. C'est Youssok qui a dit ça. Tout ça, c'est des professeurs d'université. Et c'est encore très bien. Dans d'autres documents, on a démontré comment c'est bon pour la prostate, comment c'est bon pour la prostatite. Et que des problèmes de foie aussi. Les problèmes de la vésicule biliaire. Et les feuilles, d'autres ont démontré que c'est bon pour le diabète et la tension. Et que c'est un antibiotique aussi. Et c'est des studies qui sont faits. Et que d'autres scientifiques de ces pays les ont mis en exergue. Ils ont sorti des médicaments. Mais le paradoxe, c'est quoi? La mangéphyrine ne se trouve pas dans tous les manguiers. La mangéphyrine ne se trouve que dans le manguier africain. Et que ces Américains, ces Européens sont obligés de venir vers l'Afrique, en Angola, en Mozambique, en Namibie, en Zimbabwe, en Zambie, en Tanzanie, au Congo, pour pouvoir chercher ces plantes, ces écorces et préparer un médicament. Pourquoi ne pas l'utiliser, mes frères? Utiliser ce manguier, c'est se sauver. Et faire utiliser ce manguier, c'est sauver des vies. Et parler de ça autour de soi, on devient pionnier pour la phytothérapie. Ce sera tout ce soir depuis Paraco pour le COPT du Septentrion. Merci pour votre attention. Rachid Ojo, nous vous retournons l'antenne pour la suite de l'édition.
Au revoir. Merci de votre intervention, Ulrich Assobakpe. Nous vous souhaitons une très belle suite du week-end. Il y a un an, la réélection d'Ali Bongo Ondimba provoquait une flambée de violence inédite au Gabon et ouvrait une crise politique qui perdure alors que les indicateurs économiques peinent à sortir du rouge. Constat. 2 opposants encore en prison, un journal interdit pendant 2 mois. Des signes de tension politique sont toujours palpables au Gabon, un an après l'élection présidentielle du 27 août. Bertrand Zidi Abégué, un ex-député du parti au pouvoir, reste détenu après avoir été arrêté le 31 août 2016 au quartier général de l'opposant Jean-Ping pour trouble à l'ordre public. Un mois auparavant, fait rare, il avait démissionné en provoquant publiquement le président Ali Bongo dans un meeting de campagne. Landry Amiang Washington, un cyberactiviste arrêté mi-août 2016 à son retour au Gabon, est toujours détenu sans être jugé et encore moins interrogé, explique son avocat Maître François Meillet, qui parle d'un crime de lèse-majesté suite à ses publications sur les réseaux sociaux. Ces dossiers sont en cours d'instruction. À ceux qui disent que ces détentions sont arbitraires, il faut établir qu'elles sont tout à fait régulières, conformément à la loi gabonaise, répond le procureur de la République. Selon le Code de procédure pénale, la durée de la détention préventive ne peut excéder 6 mois en matière de correctionnel et 1 an en matière de criminel. Le Code spécifie toutefois que cette durée de détention préventive peut être extensible si le maintien de la détention apparaît spécialement motivé d'après les éléments de la procédure. J'étais dans la rue pour vivre l'histoire de mon pays, parce que je suis gabonais, parce que je suis jeune, parce que j'ai voté et je voulais que la volonté, que le respect de mon vote puisse être respecté. On a réprimé, il y a eu des morts, moi j'ai vu des morts, il y a eu des blessés, des manchots, des pieds coupés, il y a eu vraiment du sang qui a coulé dans notre pays de 31 août. Pour moi, les résultats n'ont pas été truqués. C'est vrai que tous ne vivent pas de la même façon, mais nous, ce qu'on demande chez nous, c'est la paix. Le Gabon est un pays de paix. Un an après l'élection présidentielle qui a eu lieu au Gabon, l'actualité est toujours concentrée là-dessus. La preuve, vous allez dans les quartiers, les débats tournent autour de ça, l'actualité politique tourne autour de ça. Il y a des réformes profondes qui se font depuis que le président est arrivé, depuis 2009. Nous attendons plus, c'est tout à fait normal. Juste après l'élection, l'opposition avait dénoncé plusieurs interpellations, dont une médecin syndicaliste auteur d'un rapport sur les violences électorales, libéré début octobre. Arrêté en marge d'un meeting pro-Bongo en juillet, accusé de troubles à l'ordre public, 3 syndicalistes avaient aussi été libérés en octobre, après 3 mois de prison. Emmanuel Macron a violemment critiqué hier le refus polonais de durcir la directive sur le travail détaché, une nouvelle erreur de Varsovie qui, selon le président français, se met en marge de l'Europe sur de nombreux sujets. Nous vous proposons d'écouter Emmanuel Macron, le président français. La Pologne ne saurait être aujourd'hui le pays qui donne son sens ou sa direction à l'Europe. C'est aujourd'hui un pays qui décide d'aller à l'encontre des intérêts européens sur de nombreux sujets. Le parti au pouvoir en Angola a remporté largement et sans surprise les élections disputées mercredi et son candidat João Lourenço succédera à la présidence à José Eduardo dos Santos qui a régné sans partage pendant 38 ans et c'est sans surprise que la population accueille la nouvelle. Voici le reportage. À la tête du pays depuis son indépendance du Portugal en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli plus de 64% des voix, selon les résultats partiels publiés jeudi par la Commission nationale électorale CNE. S'ils sont confirmés, ces chiffres établis après dépouillement des 2 tiers des bureaux de vote assureront au MPLA une majorité absolue de 220 sièges au Parlement. Ses 2 principaux adversaires, l'UNITA et la CASA-CE, n'obtiennent que respectivement 24 et 8,5% des voix, a précisé lors d'une conférence de presse le porte-parole de la CNE, Julia Ferreira. L'opposition a immédiatement contesté ces chiffres et la façon dont ils ont été publiés. Nous avons des résultats différents de ceux annoncés par la CNE, a affirmé un représentant de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, Estevão José Cacheungu. Nous ne reconnaissons pas les résultats annoncés aujourd'hui, a estimé pour sa part Miguel Michel, représentant de la CASA-CE à la CNE. Le porte-parole du MPLA, João Martins, a balayé du revers de la main leurs arguments et dénoncé leur arrogance. Les 2 partis accusent le régime d'avoir contraint de nombreux électeurs, notamment dans leur bastion,
à voter dans des bureaux de vote très éloignés de leur domicile. Ils ont aussi regretté d'avoir été largement privés d'accès aux médias publics. Bientôt âgé de 75 ans, José Eduardo de Santos, fatigué par la maladie, avait annoncé à la fin de l'année dernière qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Son dauphin désigné, João Lourenço, un général à la retraite de 63 ans, hérite d'un pays plongé dans plus de 3 ans de profonde crise économique. À la fin d'une guerre civile meurtrière en 2002, l'Angola a connu une décennie de croissance à 2 chiffres nourris par le pétrole, dont il est avec le Nigeria le principal producteur d'Afrique subsaharienne. Mais il y a 3 ans, la chute brutale des cours de l'or noir, sa principale source de revenus, l'a précipité dans la tourmente. Sa dette s'est creusée, sa monnaie a dégringolé, l'inflation et le chômage ont explosé. Sa population de 28 millions d'habitants, une des plus pauvres de la planète, a subi le choc de plein fouet. La prolifération observée récemment à Berlin d'écrevisses de Louisiane, une espèce classée, invasive et nuisible, inquiète les spécialistes qui alertent sur les dommages qu'elle pourrait causer aux écosystèmes de la capitale allemande. Depuis quelques jours, les promeneurs de Tiergarten, célèbre parc aux aires de forêt situé dans le centre de Berlin, ont la surprise de voir trotter à leur côté ces écrevisses rouges vifs, longues d'une dizaine de centimètres et qui font d'ordinaire le régal des amateurs de crustacés. La raison de cette présence accrue n'est pas claire. Elles ont peut-être été relâchées par des éleveurs qui n'étaient plus intéressés par leurs protégés, avance Catherine Koch de l'association environnementale NABU, qui soulève aussi la possibilité d'un nombre trop important de jeunes écrevisses dans les élevages privés. Les précipitations qui se sont abattues dernièrement sur la capitale allemande ont pu abaisser la teneur en hydrogène de l'eau et submerger leurs terriers, ce qui expliquerait leur migration, explique Dirk Ellert, porte-parole de la direction des affaires environnementales de la ville de Berlin. Selon lui, les écrevisses de Louisiane ne sont pas cantonnées au Tiergarten, mais ont également été aperçues dans le sud-est et dans le nord de Berlin. Crustacée d'eau douce originaire du Mexique et du sud-est des États-Unis, l'écrevisse de Louisiane a été introduite en Europe à des fins commerciales. Elle y est désormais considérée comme une espèce invasive et nuisible car susceptible d'affecter négativement les écosystèmes aquatiques dans lesquels elle s'implante, prévient l'association NABU. Elle est également porteuse de bactéries potentiellement dangereuses pour d'autres animaux comme les amphibiens. Pour tenter d'endiguer la propagation des crustacés dans Berlin, les autorités comptent avant tout sur ses ennemis naturels comme le renard, le raton laveur ou l'anguille dont des centaines viennent d'être introduites dans les étangs de Tiergarten, explique Ellert, qui rappelle aux Berlinois amateurs de grillades que la capture d'animaux sauvages n'est pas autorisée. Flyadil, une nouvelle compagnie aérienne saoudienne à Bakou, filiale de la compagnie d'État Saudi Arabian Airlines, a annoncé jeudi qu'elle entrerait en service à partir du mois de septembre 2017. Le Royaume veut développer ses capacités en matière de transport aérien afin d'encourager le tourisme dans le cadre d'un vaste projet de diversification de son économie jusqu'à présent très dépendante du pétrole. Flyadil aura une flotte de 8 Airbus A320 CEO et assurera initialement des vols intérieurs avant d'étendre ses activités à des destinations au Moyen-Orient. Le lancement de la nouvelle compagnie est essentiel pour contribuer à la poursuite de la croissance du transport aérien en Arabie Saoudite et au-delà, a déclaré dans un communiqué le président de Flyadil, Saleh Ben Nasser Al Jasser, après avoir pris livraison du premier appareil de la compagnie de Hambourg en Allemagne. Flyadil doit commencer ses opérations le 23 septembre, jour de la fête nationale saoudienne, et doit recevoir l'ensemble de ses appareils d'ici la mi-2018. L'Arabie Saoudite a lancé son plan Vision 2030, une plateforme stratégique pour le futur développement du royaume, dont le transport et le tourisme sont des piliers, a souligné le président de Flyadil. Dévoilé l'année dernière, le plan Vision 2030 vise à élargir la base d'investissement du royaume et à diversifier une économie très dépendante du pétrole à un moment où les prix du brut ont fortement baissé. L'Arabie Saoudite a récemment annoncé le lancement d'un vaste projet consistant à transformer 50 îles et sites côtiers de la mer Rouge en luxueuses stations touristiques.
L'héritier de l'Empire Samsung a été condamné vendredi à 5 ans de prison à son procès pour corruption dans le retentissant scandale qui a emporté l'ancienne présidente sud-coréenne. Ce jugement pourrait priver le premier fabricant mondial de smartphones du gouvernail pendant un bon moment et partant nuire à sa capacité de prendre des décisions d'investissement cruciales. Le parquet avait depuis 12 ans de réclusion à l'encontre de Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe Samsung, Lee Kun-hee. Monsieur Lee, 49 ans, est arrivé au tribunal au district central de Séoul en costume sombre, menottes au poignet. Il a été reconnu coupable de corruption, abus de biens sociaux, parjure et d'autres chefs en rapport avec des versements pour la promesse de versement de 43,3 milliards de yuan, soit 32,5 millions d'euros, à la confidente de l'ombre de Madame Park, Choi Son-sil. Le tribunal a jugé que Samsung avait reçu en échange des faveurs politiques, en particulier le soutien du gouvernement à la passation générationnelle du pouvoir à la suite de la crise cardiaque du père du prévenu en 2014. Monsieur Lee était accusé d'avoir acheté le feu vert des pouvoirs publics à la fusion controversée des deux unités en 2015, vue comme une étape clé pour une transition douceur au sommet du groupe. La défense dément tout, arguant que Samsung a publié sous la pression de Madame Park et n'a versé cet argent que contraint et forcé, que M. Lee n'était pas au courant de ces transferts et ne les avait pas approuvés. 4 autres cadres dirigeants également reconnus coupables ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison. Les conseils de Lee ont annoncé leur intention de faire appel. Au moins 14 personnes, dont des enfants, ont péri vendredi dans un nouveau raid aérien sur Sanaa, attribué à la coalition arabe sous commandement saoudien. Le reportage. Le témoin Mohamed Ahmed, qui habite dans l'un des bâtiments détruits, a raconté avoir, avec d'autres résidents, retiré 9 corps des décombres, dont des enfants d'une même famille, et les avoir transportés à l'hôpital. Une source de sécurité et de médecins ont confirmé le bilan d'au moins 9 morts, dont des enfants. Le raid a visé le quartier Faj Atan, dans le sud de la capitale, selon un photographe sur place. Quand la roquette est tombée, des bâtiments se sont immédiatement écroulés, entraînant la destruction du second, a raconté un témoin. D'après lui, des habitants ont pu se sauver à temps, d'autres en revanche ont été bloqués sous les décombres. Certains d'entre eux sont morts et d'autres blessés, a-t-il déclaré. Un témoin sur place a rapporté que les 2 bâtiments formés chacun de 3 étages avaient été totalement détruits. Il a vu des sauveteurs et des habitants fouiller dans les décombres pour tenter de retrouver les survivants. La chaîne de télévision Al Masira, appartenant aux rebelles Houthis, qui contrôle la capitale, a indiqué pour sa part que 14 personnes avaient péri dans le raid qu'elle a attribué à l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. La guerre au Yémen oppose les forces du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par cette coalition conduite par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis alliés aux partisans de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh. Mercredi, au moins 30 Yéménites, dont des civils, avaient été tués dans des frappes dans et autour de Sanaa, attribuées également à la coalition arabe. L'ONU s'était déjà inquiétée la semaine dernière de la multiplication des raids aériens de la coalition. Accusée à maintes reprises par des ONG d'avoir visé par erreur des civils lors de ces raids, la coalition a reconnu certaines erreurs, dont une frappe contre une cérémonie de funérailles à Sanaa en octobre 2016, qui avait fait plus de 140 morts. Depuis mars 2015, le conflit a fait quelques 8400 morts et 48 000 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué une très grave crise humanitaire, selon l'Organisation mondiale de la santé. Boutiques, cafés, restaurants, commerces dans les ruelles anciennes de Pékin, des bâtiments sont murés, voire rasés dans la précipitation au nom d'une soudaine campagne de rénovation du patrimoine qui est loin de faire l'unanimité. Cet acte de la municipalité n'est pas du goût des populations qui ont vu des efforts de dizaines d'années partir en fumée. Voici le récit de Valentin Dibocha sur des images de notre partenaire de l'agence France Presse. Zhang Zimin tient un magasin de chaussures importées situé en face d'une des rues les plus puissantes de la capitale chinoise. Mais 10 ans d'efforts pour se constituer une clientèle d'habitués ont été réduits presque à néant en quelques minutes. 2 jours après avoir reçu un avis de la municipalité,
Il a vu débarquer des ouvriers avec des brouettes chargées de briques et de ciment qui ont prestement condamné la porte principale et les fenêtres de son commerce. Une scène désormais banale dans la venelle pittoresque et trépidante de centre-ville de Pékin, appelée Hutong en chinois, et qui sont officiellement un peu plus de 2500. La municipalité dit vouloir désormais appliquer strictement les règles d'urbanisme. Elle ambitionne ainsi d'embellir la ville, d'y réduire la surpopulation criante à Pékin, comme dans toutes les grandes villes chinoises, et d'atténuer la pollution de l'air. Mais pour les critiques, cette campagne jugée mal avisée a aussi pour effet collatéral de contribuer à chasser les migrants, ces modestes provinciaux venus gagner leur vie à Pékin et peu qualifiés, et elle favorise la création d'un centre-ville embourgeoisé réservé à la classe privilégiée. C'est comme sous la Chine des empereurs. Quand vous ne fermiez pas votre magasin, on vous coupait la tête. Pourquoi n'avons-nous même pas été consultés? S'emporte Zhang Zimin. Son commerce est peu officiellement resté ouvert via une porte latérale. Mais le nombre de clients a baissé de façon drastique. Il dit n'avoir bientôt plus les moyens de payer le loyer et envisage retourner dans sa région de Guangxi. À l'avenir, la Chine sera divisée en deux sociétés distinctes. D'un côté, la zone des riches similaire à Tokyo ou New York et de l'autre, la zone des pauvres semblable à l'Afrique. Mais pour l'empereur, la seule chose importante, c'est que l'endroit où il vit reste agréable, ironise-t-il. Matthew Hu, administrateur du Centre de protection du patrimoine culturel de Pékin, estime, lui, que les changements vont dans la bonne direction pour assurer la sauvegarde des Hutong. Les démolitions et fermetures sont donc, selon lui, un retour à la normale face aux constructions anarchiques et pas du tout authentiques qui sont essemées ces dernières décennies. Voilà, c'est sur ces images pékinoises avec le commentaire de Valentin Dibocha que nous mettons un terme à cette édition. Le rappel des titres et ce sera terminé. Le parti Le Réveil a tenu ce samedi dans la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou son 4e congrès ordinaire. Une rencontre à l'issue de laquelle le président du parti, Félix Dansoudossa, a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Environ 2500 candidats iront lundi à l'assaut du diplôme de licence professionnelle. 10 centres sont retenus pour cet examen national qui se déroule à Cotonou, Porto Novo, Parakou et Abomey. Vous avez suivi à propos dans cette édition le message de la ministre Marie-Odile Atanasso. Emmanuel Macron a violemment critiqué hier le refus polonais de durcir la directive sur le travail détaché, une nouvelle erreur de Varsovie qui, selon le président français, se met en marge de l'Europe sur de nombreux sujets. C'est la fin du siège de l'info de ce samedi 26 août 2017. Merci de votre aimable attention. Nous vous souhaitons d'agréables moments en compagnie des programmes de Golf TV Africa. L'émission Ma part de vérité de demain reçoit le professeur Dodi Amouzovi, directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur. Avec lui, il sera question de l'examen national de licence qui démarre lundi prochain. Passez une excellente soirée.